d'abord vous présenter un peu l'axe dans lequel on travaille et qui regroupe une vingtaine de personnes, enseignants-chercheurs, chercheurs, IRD, CNRS et quelques doctorants, issus pour l'instant de 7 laboratoires, le CEDIL, le LADIS, l'URMIS, le CEPED, le CESMA, le CEDAC et l'EDA, et une diversité de disciplines aussi, et c'est une des choses très intéressantes dans l'axe, qui vont de l'économie à la gestion, l'histoire, bien sûr, la géographie, la linguistique, l'anthropologie et même l'ethnomusicologie, c'est peu dire. Et sur une grande variété de territoires, puisque les recherches qui sont menées le sont en Europe, en Bulgarie, en Russie, à Madagascar, en Haïti, à Cuba, en Inde, en Colombie, en Indonésie, Maroc, Guyane, mais aussi au Brésil, au Suriname, au Nicaragua et en Équateur. Donc vraiment une grande diversité. Et les approches par lesquelles on travaille les circulations vont de la circulation des concepts scientifiques, avec un travail sur l'épistémologie des Suds, une approche sur les théories post- et décoloniales, comme on va le voir tout à l'heure avec Isabelle L'Église, mais aussi des travaux comme ceux de Maud Laïtier, Kali Argiriadis et Aude Rabo, qui font partie du groupe sur les circulations. Des circulations, donc des concepts scientifiques, des savoirs techniques et des technologies. On le verra avec Denis Vidal tout à l'heure. Moi-même, je travaille sur les nouvelles technologies, Internet et les réseaux sociaux à partir des musiciens. Circulation des savoirs culturels à travers la musique moi-même, mais aussi à travers les travaux de Vincenzo Sicelli sur la K-pop, il en a parlé ce matin un petit peu, de Didier Nativelle aussi sur les savoirs culturels. Circulation des modèles économiques, juridiques, avec les recherches et les travaux de Philippe Cadenne, Éric Magnin et Thomas Lamarche, que vous avez entendu aussi ce matin. Circulation des normes, avec les travaux de Amel Benrouma, Petia Koleva, que vous entendrez tout à l'heure, et Florence Mourlon-Daliès également. Et circulation des ressources, avec des travaux comme ceux de Thibaut de Guilhem et Renaud Métro. Alors, dans l'axe, les dynamiques de la globalisation sont interrogées sous l'angle des circulation de personnes, de pratiques, d'esthétique, ainsi que d'artefacts, de savoir et de normes. Et pour ce faire, il s'agit d'observer ce que ces différents types de circulation ont de spécifique ou de commun, les temporalités et dispositifs institutionnels dans lesquels elles s'inscrivent, et comment elles se configurent ou reconfigurent dans le cadre des mutations contemporaines, sous l'influence des stratégies des acteurs. Donc cette mondialisation on date souvent son essor aux années 70-80, et elle a favorisé la montée en puissance de firmes multinationales, donc qui ont acquis un pouvoir important, des fois égal à celui d'États souverains. Et la RSE entend quelque part apporter des règles permettant de limiter les éventuelles dérives des activités des entreprises multinationales, et constitue en cela quelque part un outil de régulation de la mondialisation. Tout au long de son histoire, l'institutionnalisation de la RSE a été marquée par la création et l'évolution de plusieurs normes internationales. Tout d'abord, on s'interroge sur la manière dont ces normes circulent à l'échelle mondiale de pays représentatifs de modèles de capitalisme différents. Et on s'interroge aussi sur les formes de RSE qui peuvent résulter de leur déploiement aux échelles nationales et le rôle effectif que ces normes jouent dans l'apprentissage de la responsabilité sociale des entreprises et notamment dans la gouvernance aussi des enjeux de développement durable, à la fois à l'échelle nationale et globale. Et enfin, on s'interroge également sur le rôle que jouent ces normes en temps de crise multiples. Donc, la première approche sur laquelle nous capitalisons, c'est l'approche de la diversité du capitalisme. Et nous avons choisi, dans le cadre de notre étude des normes globales de RSE, de nous baser sur la typologie des capitalismes proposée par Bruno Amable en 2005. Notre cadre théorique est complété par le cadre d'analyse
de Matani Moon qui ont proposé en 2008 de distinguer entre des formes de RSE explicites et formes de RSE implicites. La RSE explicite, elle renvoie vers des programmes de RSE discrétionnaires, donc qui résultent du volontariat des entreprises. Et la RSE implicite découlerait plus de normes et d'exigences sociales. Pour cela, nous nous sommes penchés sur les deux principales normes internationales de RSE qui intègrent les 3 dimensions de développement durable, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la norme ISO 26000 et le Global Compact des Nations Unies. Ces 2 normes, si elles se rapprochent par les valeurs et principes qu'elles entendent véhiculer, présentent des différences fondamentales quant à leur portage institutionnel. Parce que à ce jour, en fait l'ISO n'a pas porté institutionnellement, n'assure pas le portage institutionnel de la norme ISO 26000 et aucune organisation aujourd'hui ne fait ce portage. Alors que le Global Compact des Nations Unies est porté par les Nations Unies et qui lui a dédié un site Internet et un siège situé à New York. Et aujourd'hui, donc, ce site Internet regroupe toutes les informations concernant les entreprises et organisations adhérentes à la norme Global Compact. Donc, le site du siège Global Compact offre une base de données assez intéressante et complète pour nous pour pouvoir analyser la circulation de la norme dans le monde et comparer son déploiement à l'échelle de différents pays représentatifs de modèles de capitalisme différents. C'est pour cela que nous avons orienté notre étude empirique sur la norme Global Compact. Nous avons pour cela retenu 6 réseaux nationaux. Donc, ça va compléter la liste des pays qu'a évoqué Julien tout à l'heure. Donc, il y a la France, l'Allemagne, les États-Unis. Il y a aussi l'Espagne, le Japon et le Danemark. L'objectif de notre recherche est triple, comprendre l'évolution et les logiques de la norme Global Compact dans le monde durant ces 20 années d'existence. Pour cela, nous nous basons empiriquement sur l'analyse généalogique de la norme elle-même. Et ensuite, nous menons une étude comparative sur les 6 réseaux nationaux donc, que j'ai cités. Et ensuite, nous menons aussi également une analyse qualitative de la manière dont ces réseaux nationaux sont déployés, leur statut, les activités qu'ils proposent aux membres, et ce, pour analyser notamment leur rôle dans l'apprentissage de la RSE à l'échelle nationale, et tout ça pour étudier, pour pointer les éventuelles convergences et divergences entre ces réseaux nationaux. Le constat dont j'aimerais partir, c'est que quand on parle d'innovation technologique, en fait, quelle que soit la partie du monde où on se trouve aujourd'hui, que ce soit dans mon cas en Inde, en Europe ou n'importe où, mais je crois que c'est vrai absolument partout, c'est toujours les mêmes secteurs, ce sont toujours les mêmes secteurs d'activité qui sont mentionnés. Essentiellement, sciences de l'information, avec Internet, Big Data, des domaines technologiques de pointe, les biotechnologies, les nanotechnologies, la robotique, et bien sûr maintenant, toutes les formes possibles d'énergie renouvelable. Cette manière de concevoir l'innovation technologique, donc à partir des secteurs que j'ai mentionnés, n'est pas neutre, ni sur le plan méthodologique, ni sur le plan politique. Mais comme l'avait très bien souligné un historien que j'aime beaucoup, qui est un historien des techniques, qui s'appelle David Edgerton, ce qui fait l'impact d'une technologie sur nos sociétés, ce n'est pas seulement les phases initiales de sa conception ou de sa diffusion, mais au moins autant la manière dont elle est utilisée, adaptée, réinventée au fur et à mesure qu'elle est employée ou réemployée dans des contextes qui diffèrent profondément les uns des autres. Ça change totalement la manière dont on va concevoir le rapport à la technique et à la technologie au sein d'une société. C'est d'une part, pour une première raison, c'est que ça va donner une conception beaucoup plus riche de ce rapport, et surtout, ça va ouvrir énormément à la fois les domaines où va se jouer l'innovation technique et les acteurs de l'innovation technique, ce qui est peut-être encore plus important. Il y a un deuxième aspect
qui est que ça permet aussi de prendre conscience de l'impact de l'idéologie dominante et justement de la sorte d'asymétrie systématique qu'elle crée entre les technologies les plus médiatisées, celles que je viens de citer, et puis celles qui restent pratiquement invisibles. Premier exemple d'une technologie qui est censée avoir fait le 19e et qui est censée être répudiée à notre époque, qui est celle du charbon, ben on s'aperçoit de deux choses très différentes. C'est d'une part que l'Inde et la Chine sont des pays qui ont une politique de transition énergétique extrêmement active, mais en même temps, en termes absolus, en fait, on n'a jamais utilisé autant de charbon qu'à notre époque et ça n'a jamais cessé d'augmenter. Deuxième exemple, qui est celui de la marine marchande, parce que c'est un aspect encore de la mondialisation qui est tout à fait sous-estimé, parce qu'on ne parle que d'Internet, alors que si on veut vraiment comprendre ce qu'est la mondialisation, peut-être un des facteurs les plus cruciaux de la mondialisation au sens économique du terme, ça a été la baisse du prix du fret maritime. Le problème, c'est que disons, cet aspect de la mondialisation s'est fait avec des coûts de pollution un coût en termes de pollution absolument énorme. Et enfin, mon dernier exemple, la roue, comme vous savez, ça a été inventé il y a à peu près 5000 ans, mais on utilise encore, par exemple, toujours dans la région où je travaillais, alors je n'ai pas le temps de montrer le détail, des systèmes, par exemple, pour transporter les bateaux que j'étudie, des bateaux qui peuvent peser entre 300 et 1000 tonnes, des systèmes qui sont ceux que les archéologues reconstituent comme les systèmes de transfert sur une petite distance qui précédaient l'invention de la roue. Donc une invention qui dure, donc qui a survécu des milliers d'années. Par ailleurs, on a beau avoir inventé la roue, et là, j'ai pas mis, puisqu'on n'avait pas le temps, des bagages légers aussi il y a quelques 5000 ans. On a retrouvé comme vous le savez, un chasseur sur un glacier qui était à la frontière entre Autriche et Italie. Ben, ça fait à peu près 5000 ans qu'on avait d'une part des bagages légers, d'autre part on avait inventé la roue, mais l'idée de lier les deux est une idée qui date d'il n'y a pas plus d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Ce que j'aurais voulu montrer, c'est que cette invention de bagages, cette petite invention a eu un impact énorme dans le monde. Ça a été inventé dans les aéroports, mais ça a favorisé le tourisme de masse et en retour, ça a changé totalement la façon dont on conçoit maintenant les aéroports aujourd'hui jusqu'en Chine. L'impact social dans un pays comme l'Inde, c'est que ça a supprimé un métier qui était fait par des milliers de gens qui étaient dans des positions assez subalternes, qui sont les porteurs dans toutes les stations de train en Inde. Voilà, j'ai réussi à terminer. Et en prime, vous avez droit à la prochaine invention qui combine la valise à roulettes et le fait de se transporter dessus. Et c'est fait aujourd'hui, bien que ça n'ait encore aucun succès. Donc, c'est une invention dans 30 ans, à la fois par quelqu'un d'une start-up, je ne sais plus où, qui est dans un pays du Nord, et par un fermier chinois. Je dirais le devoir de vigilance, je pense qu'il y a une initiative similaire au Royaume-Uni. Après, le devoir de vigilance en France constitue pour nous un élément du cadre institutionnel de la RSE en France et nous pensons que le réseau national français, en tout cas c'est le cas parce que nous avons commencé notre analyse du réseau national français du Global Compact, quelque part se saisit des volets qui sont réglementés et oriente son activité vers les membres sur les sujets qui sont portés par la réglementation. Et du coup, il y a un club dédié aux droits humains qui travaille sur la mise en place des plans de vigilance et toute la politique des achats responsables des entreprises. Donc, dans notre étude, en tout cas, c'est le cas du Global Compact France. Après, nous n'avons pas encore fini
l'étude empirique pour voir si dans les autres les réseaux nationaux du Global Compact, il y a une activité par rapport à cette thématique des droits humains et des achats responsables. Je suis en dialogue continu avec les historiens, aussi bien sur les aspects les plus techniques, sur les historiens de Venise à l'Arsenal ou à Byzance pour la fabrication des bateaux, les gens qui font de l'archéologie navale, que la dimension océan Indien dont tu mentionnes. Donc je suis absolument 1000 fois pour, puisqu'un peu le plaidoyer, c'est justement pour ne pas tomber dans une histoire courte.